Cube Radio. Salut, c'est Brigitte Noël. Je suis en compagnie de Félix Séguin. Félix, avant de commencer l'épisode, je pense que tu as quelque chose à nous raconter. Il faut absolument pas manquer le grand reportage de notre bureau d'enquête, qui s'appelle aussi Narcos PQ, une version télé, si tu veux. Un reportage qui nous a amenés au cœur de la guerre des cartels dans l'État de Guerrero au Mexique, qui nous a amenés voir des anciens de la DEA à Washington, D.C., qui nous a aussi fait tourner plein d'entrevues à Montréal qui vont vous faire comprendre la narcoculture. Je vous conseille de ne pas le manquer. Vous pouvez regarder le grand reportage Narcos PQ qui est disponible en exclusivité sur Club Illico dès aujourd'hui. Cet épisode traite de sujets qui pourraient choquer certaines personnes. Soyez-en avertis. La dernière fois où on a effectué une saisie aussi importante d'héroïne, ça remonte à 2014. Alors, nouvelle saisie de drogue. 80 000 doses d'héroïne. Cette présence accrue de fentanyl. Les cartels de la drogue mexicains sont très bien implantés à Montréal. Je m'appelle Brigitte Noël, je suis journaliste au bureau d'enquête de Québécois. Et moi, je m'appelle Félix Séguin, puis je suis journaliste au même endroit. Saviez-vous que le Québec est la terre d'accueil de plusieurs des plus gros trafiquants de la planète? Savez-vous qui ils sont? Narcos PQ. C'est là qu'on va les découvrir. Fait tu sais, Félix, quand on entend parler de l'univers des narcos, on met surtout de l'emphase sur les gens en haut de la pyramide, les El Chapo, les gens qui réussissent à se monter des empires de drogue ou du moins qui réussissent à en faire profit, à en faire d'énormes profits. Mais le succès de ces grands narcos, ça dépend aussi de plusieurs petits joueurs, des gens qui sont partants pour prendre des risques, pour faire le sale boulot. Et on les appelle les mules, souvent ces personnes-là qui sont des petits pions sur l'échiquier, mais tu as raison de le dire, pas de mules, pas de drogue. Pas de drogue, en tout cas, pas d'exportation à petite échelle. Et elles sont très utiles, ces mules-là, pour assurer un approvisionnement constant. Exemple, on en a vu une qui s'est fait prendre récemment. Il y a quelqu'un qui m'appelle à l'Agence des services frontaliers. Il dit, on a saisi dans les bagages d'une costaricaine, une femme, comme 4 kilos de drogue dans un faux fond de valise. Donc, c'est moi, l'image que je me faisais au départ, de l'exportation de drogue, c'était vraiment avec les mules, mais je me disais, probablement que ça a changé, mais non, pas tant que ça. Il y a quand même constamment de ces petits pions-là sur l'échiquier qui arrivent à Montréal-Trudeau, à l'aéroport, là, notamment, avec des valises avec des faux fonds, et puis à coût de 4, 5 kilos, 6 kilos, des fois même juste 1, 2. Et pas toujours des valises, il y a toutes sortes de méthodes. Mais il faut dire qu'au fil de nos reportages, on a rencontré ces gens. Alors, on a rencontré quelques-unes de ces personnes qui avaient agi comme mules pour faire passer de la drogue. Et on pu les rencontrer, d'ailleurs, ces gens-là, parce que, entre autres, ils se sont fait pincer. Ouais. Parce que si c'était pas fait pincer, ça aurait été plus difficile. Mais là, on a réussi à avoir le témoignage de quelqu'un qui en a payé le prix, là. Ouais. Alors, lui a passé plusieurs années en prison à l'étranger. Et juste pour dresser le portrait, selon le gouvernement fédéral, il y a environ 1700 Canadiens en ce moment qui sont en prison à l'étranger et un tiers d'entre eux sont là pour des peines relatives à la drogue. Pour ceux qui se font pincer, combien se font pas pincer, là? Mais oui, c'est ça. Pourquoi cette personne-là décide de faire ça? On va enlever mon nom, hein. Je pense que j'en dis beaucoup, je pense que ça peut être intéressant, mais mon nom, ça me bug tout à coup. La fois. Tu veux pas? OK. C'est juste que je veux beaucoup t'en dire, mais en même temps, j'ai pas envie que ce soit... Moi, j'ai pas vraiment envie de prendre un crédit pour tout ce que je veux dire en ce moment. Je pense que c'est plus de l'information. Ouais. OK. Ouais. OK. Faisons ça. Bon. Je voulais en savoir plus sur le comment de tout ça. Et donc, pour nous plonger dans cette histoire aujourd'hui, j'ai trouvé Louis, qui a accepté de se confier à nos micros. Louis, c'est bien sûr un nom fictif parce que maintenant, c'est quelqu'un qui a passé à autre chose, il a tourné la page, puis il veut plus vraiment être associé à son ancienne vie. On le comprend. C'est quelqu'un qui a payé sa peine. Il a passé 4 ans et demi dans une prison tropicale, mais il tenait à partager son récit un peu en guise d'avertissement pour s'assurer que personne n'ait envie de faire comme lui. Cette histoire-là commence à un très bas âge, en fait. Tu sais, j'avais peut-être
15-16 ans. Alors là, Louis, il nous raconte comment, il y avait 15 ans, il a commencé à jouer dans la criminalité. J'essayais mes affaires, j'étais jeune, je faisais pas beaucoup d'argent. J'ai rencontré des nouvelles personnes d'origine latine. Tu sais, je voyais que leur income était beaucoup plus intéressant que le mien. Puis il nous a raconté à quel point c'est l'appât du gain qui avait vraiment eu des conséquences désastreuses pour lui. C'est incroyable de voir des gens qui vont sortir des 10, 15, 20, 30 000 $ dans une soirée puis que ça n'a pas l'air de les déranger tant que ça, tu sais. Fait que c'était comme une avenue qui m'avait intéressé, tristement. À ce point-là, j'ai peut-être 17 ans, là. On commence à projeter dans l'avenir, essayer de voir. Puis là, j'ai eu 18 ans, finalement. Là, j'avais un passeport, je pouvais voyager tout seul. Je m'étais rapproché beaucoup des personnes criminalisées, oui. Puis eux m'avaient parlé de plusieurs façons de faire de l'argent. Puis dans ma position, sans une grosse expérience peut-être, mais avec une très grosse faim, ils m'ont proposé de ramener de la drogue dans mon estomac. Alors, ils lui ont proposé ça. Il a dit, ouais, je vais en ramener plein. Est-ce que c'est quelqu'un qui consommait beaucoup? Non, c'est quelqu'un qui consommait pas du tout. De la drogue de où? De la drogue d'Amérique du Sud. De l'héroïne. Qu'est-ce que t'as dit quand ils t'ont proposé ça? C'est spécial parce que sur le moment, tu sais, on est tellement inconscient. En même temps, c'est un monde nouveau. On essaie d'impressionner. On dirait que l'idée m'a pas paru si farfelue. C'était pensable, en fait. Est-ce que c'était épeurant? Est-ce que ça t'excitait? Comment? C'était plus excitant, en fait. Tu sais, à ce moment-là, tu te remplis d'adrénaline. Fait que c'est ça, j'étais vraiment excité, j'étais nerveux. Je me rappelle que dans ce temps-là, il y avait un film qui venait de sortir, Maria Llena de Eres de Gracia. J'étais allé voir ce film-là au cinéma. C'est un film qui parle justement des mules. Puis ils expliquent une situation d'une jeune fille colombienne qui essaie de sortir de la merde, qui voyage vers New York. Et son ami le fait avec elle, mais son ami meurt dans le processus. Elle avait ingéré de l'héroïne et une des pilules avait brisé. C'est un danger très, très grand dans cette méthode-là, en fait. Puis toi, c'était la même méthode que C'est la même méthode que j'allais faire et que j'avais déjà pris la décision de faire, en fait. Mais le risque que cette personne-là prend, d'abord de se faire arrêter, mais le risque que cette personne-là prend pour sa propre santé, parce que dans son cas, ce que je comprends, c'est que c'est de l'héros. Ouais. Right? Ouais. Écoute, c'est pas pour rien qu'il nous présente les dangers du body stuffing. Donc, ouais. Les dangers de se mettre quelque chose dans l'estomac qui va pas normalement dans ton estomac. Précision, le body packing, c'est quand la substance est ingérée. Si tu caches quelque chose dans un orifice, bon, ça s'appelle du transport incorpore. Puis les deux sont dangereux essentiellement parce que les capsules peuvent éclater. Puis ça peut mener à une surdose. Des fois, ça nécessite une intervention chirurgicale, un lavement ou une irrigation intestinale, ce qui est très charmant. Mais tu risques aussi de te retrouver carrément en prison. Ouais, là, j'ai 18 ans. Fait que là, je fais mon premier voyage, je pars. C'était vraiment quelque chose, là. Lui, il s'est envoyé dans un tout inclus. Il passe la semaine à se prélasser au soleil, sachant très bien que à la fin de son séjour, il va devoir manger 1 kilo d'héroïne. Tes placements sont payés, évidemment. Tu as 2000 $ en argent de poche pour dépenser durant ton séjour. Ta mission, c'est ramener... Ben, tu sais, moi, comme j'ai dit, j'avais beaucoup faim, là. Je voulais vraiment ramener une grosse quantité dans mon estomac. J'étais décidé, là. Puis ça, tu la transportes comment dans ton estomac? C'est dans des capsules? C'est des capsules qui mesurent, je dirais, 1,5 pouce peut-être. Aïe, aïe. C'est gros, là. C'est comme ça. Ils sont quand même assez... C'est très similaire à 1 pouce, en fait. Ils sont à peu près 10 grammes... Comme un pouce, comme ton pouce de ta main. Comme mon pouce de ma main, ouais. Puis c'est très dur, puis à l'intérieur, il y a approximativement 10 grammes d'héroïne. Il y en avait pour approximativement 1800 grammes qu'on devait ramener à 2.
Puis moi j'ai réussi à ramener pratiquement 1000 grammes tout seul. J'en ai avalé 100 pilules. C'était vraiment intense. C'est fou, là. Je pense que ça a été le moment le plus marquant de ma vie, là, voir... Tu sais, c'est comme quand t'es rendu face au fait, là. Tu sais, tout le long de l'appât du gain, les rêves que tu t'es vendus, un peu de tout ce que tu vas avoir avec l'argent que tu vas récolter de ça, à ce moment-là, ça vaut plus rien, là. Parce que là, déjà, tu te rends compte que les pilules, c'est gros, là, tu sais. Puis là, je me rappelle, je vais toujours me rappeler, là, je me regardais dans le miroir, puis je me disais, est-ce que je suis une valise? Puis 10 grammes d'héroïne, ça vaut combien? Ici, ça vaut beaucoup plus, là. En ce moment, je le sais pas, mais je sais que dans le temps, 1 kilo d'héroïne, ici, pouvait coûter entre 75, 80, 90 000 $, dépendant de la qualité du produit. OK. Ben, c'est ça. Donc là, on vient de l'entendre nous parler du prix de l'héroïne. C'est un prix qui fluctue beaucoup, hein, à Montréal présentement. D'ailleurs, là, il est en forte baisse, le prix de l'héroïne présentement. Si tu remarques, les saisies d'héros ont augmenté énormément à Montréal parce qu'il y en a beaucoup plus qu'il y en avait, en raison notamment de la crise des opiacés. Tu comprends le cheminement dans la crise des opiacés et pourquoi on appelle ça une crise des opiacés, c'est que souvent, tu as des gens, monsieur tout le monde, qui se font prescrire des antidouleurs, exemple de l'Oxycontin, donc qui est synthétique, mais à la base, hein, c'est un dérivé d'un opiacé. Ouais. Et à un moment donné, cette personne-là, son médecin ne veut plus lui en prescrire, donc elle est obligée d'être dans la rue et de prendre ce qui se prend au marché noir. Et sont là les dangers pour cette personne-là de tomber dans l'héros, parce que l'héroïne va à peu près, pour l'équivalent du prix maintenant, produire le même effet. Puis là, tu commences à te piquer. Moi, ça me fait halluciner, c'est comment tu cette dégringolade. C'est ça. Comment tu dégringoles jusque-là. Tu commences avec un problème de dos chronique, puis tu finis avec une aiguille dans le bras. C'est débile. Puis à Montréal... ça, c'est il y a 4 ans. Il y a eu un énorme problème d'héroïne, mais c'était pas un problème en raison de la quantité d'héroïne disponible, c'était en raison de la mauvaise qualité d'héroïne. Moi, j'ai rencontré une personne qui était un vendeur d'héroïne et qui, quand il y a eu une mauvaise batch d'héroïne, les gens commençaient à faire des overdoses. Et là, les gens mouraient. Mais c'était du mauvais stock. Cette personne-là a pris la décision que la personne qui vendait cette mauvaise héroïne-là à Montréal était pour sortir de la ville. Et cette personne-là a été sortie de la ville. Elle a été bannie en cause de son... Elle s'est fait montrer la porte. Les trafiquants lui ont montré la porte parce que tu tues pas tes clients. C'est pas payant. Et puis, en plus que ça soit pas payant, là, c'était devenu un problème de santé publique. Donc, il y avait de la chaleur de la police. T'imagines comment c'est mauvais pour les vendeurs d'héroïne si la police, mais ils sont pas des tonnes quand même à Montréal, là, si la police se met à leur trousse. Donc, c'est pour ça que l'héroïne, finalement, la mauvaise batch, comme on dit, est sortie de Montréal et on a retrouvé cette héroïne-là à Toronto, puis eux ont eu des problèmes ensuite de santé publique parce que leurs consommateurs mouraient aussi. Mais là, pourquoi ça coûte pas cher en ce moment? Ben, ça coûte pas cher en ce moment parce que il y en a plus. OK. C'est tout. OK. Fait que pour retourner au parcours de Louis, on va sauter quelques étapes parce que je veux quand même pas fournir des instructions pour trafiquer la drogue, là. Louis se trouve à devoir ingérer 1 kilo d'héroïne, une dose qui peut être fatale si les capsules explosent ou coulent. Tu sais, la mission durant la journée que tu es censé ingérer toutes les pilules, il y a une diète à faire. Il faut que tu prennes... durant toute la semaine, déjà, tu as mangé vraiment léger, mais la dernière journée, c'est vraiment important que tu manges pratiquement juste de la salade. C'est ça qu'on nous indique. C'est vrai ou pas? Parce que les pilules, là, elles rentrent, mais après, elles doivent sortir. Évidemment. Toute la folie qui passe dans ton estomac aussi, mais dans ta tête, c'est incroyable. Jusqu'à temps que tu prends la décision de commencer. C'est difficile. C'est ultra difficile. Juste briser le blocus mental d'avaler quelque chose de gros et de ne pas le mastiquer. C'est incroyable. Puis 100 fois. 100 fois. 100 fois.
Puis tu sais, ça va pas toujours bien. Tu sais, des fois, ça va tranquillement, mais il y en a une qui part tout croche. Là, ça fait mal. Est-ce que tu te sentais malade? Durant le moment que je le faisais, j'étais juste sur un high, je pense. Juste un high d'adrénaline, comme... Tu sais, c'est même flou dans ma tête. Je me rappelle juste que j'étais dans un... Ma tête était déconnectée, là. Tu dois être déconnecté pour faire quelque chose comme ça, là. Tu sais, c'est dans les pires choses que tu peux décider de faire pour toi-même, je pense. Puis là, dans le fond, là, il est rendu à peu près 11h, minuit, le soir, quand je termine d'ingérer les pilules. Mon vol, il part à 4h l'après-midi. Mon check-out est à midi. Et moi, je me réveille à 4h du matin avec des douleurs intenses au ventre parce que j'ai envie d'aller aux toilettes. Est-ce qu'il y a un temps prescrit? Genre, t'étais supposé prendre les pilules tard comme ça? C'était censé être comme ça. J'ai pris des gravols, j'ai pris tout ce qu'il me fallait, mais j'ai peut-être la nervosité ou quoi que ce soit à accélérer mon système digestif. OK, mais toi, faut pas que t'ailles aux toilettes. Faut pas que j'aille aux toilettes, là. C'est intense. Puis là, il est 4h. Puis je pars à 4h. Puis là, c'est un vol de 6h, 7h. Qu'est-ce que tu fais? J'ai toffé, là. J'ai toffé. Sans aller aux toilettes, c'était incroyable. C'était fou. C'était fou. Je pensais que j'allais mourir. Puis là, il se présente à l'aéroport. Il essaie d'avoir l'air cool. Mais tu sais, comme tu vois dans les films, puis là, je m'imagine, t'es aux douanes, puis puis t'es nerveux, puis t'es tout blanc. Comme est-ce que c'était comme ça? T'étais-tu en train de paniquer? Tu sais, dans ma tête, oui, mais je pense que je le démontrais pas. Alors, cette mission-là, tu l'as réussi? Ouais, je l'ai réussi. Ouais, je l'ai réussi. Je suis arrivé, j'ai passé les douanes. Ah. Je vais jamais oublier là, le moment qu'ils m'ont juste dit « Go ». J'ai passé, on m'a touché, j'avais rien. Ça l'a passé, c'est incroyable, c'est super difficile. Combien d'argent tu t'es fait avec ça? 25 000. 5 000, j'avais 18 ans. C'était fou. C'était beaucoup, ouais. Comme aussitôt j'avais réussi une fois, là, je me sentais invincible. Là. Durant un autre voyage que j'ai fait à la même place, j'ai eu des problèmes avec des gens là-bas, puis je m'étais fait graffiner la figure. Puis j'avais gardé une cicatrice pendant quelques années. Mais tu sais, ça renforçait tellement mon personnage dans ma tête, là, le Scarface, là. I'm gonna be rich, fuck everybody. C'était vraiment ça à fond, là, tu sais. Puis là, j'ai juste eu trop faim. Je voulais retourner. C'était même plus logique. Donc j'ai changé un peu de position, toujours pour garder mes mains un peu dans ce monde-là. J'aimais ça. Puis là, est-ce que c'était toujours le même pattern? T'allais dans le même pays, faire la même chose? Est-ce que moi, personnellement, je l'ai fait 2 fois, personnellement. Mais puis les 2 fois n'étaient pas dans le même pays. J'ai revoyagé pour le même travail, mais pas dans la même position. Fait que quelle position, alors? J'étais tellement pressé pour retourner, mais je pouvais plus rien ramener. Mais j'ai toujours été un bon parleur, peut-être. Ouais. Fait que j'avais beaucoup d'amis que j'étais capable de... Alors, t'as rentré tes amis là-dedans? Ouais, mais c'est comme ça que je me suis fait prendre aussi. T'es devenu l'intermédiaire? Ouais, je suis devenu l'intermédiaire, mais quand eux se sont fait prendre, c'est moi qui a mangé aussi le coup, là. Quand ils se sont fait arrêter, ils ont collaboré. Bon, alors... Fait que c'était la fin pour lui. Il était coincé, puis son arrestation était assez musclée. Je peux dire que c'est... tu sais, dans un pays du Sud, là, te faire arrêter pour de la drogue, là, déjà, c'est commun, puis... tu sais, quand ils voient que t'es Canadien, t'es jeune, là, c'est rough, là, ça se passe très... C'est rough, là. Moi, j'étais à l'hôtel, ils ont débarqué... SWAT, armes partout, tout le monde qui crie à terre, j'ai reçu des coups, je saignais, on m'a envoyé à l'hôpital. L'hôpital, c'est l'hôpital pour les prisonniers, là, c'est incroyable, les conditions de vie, là, c'est horrible. Comment tu te sentais à ce point-là?
Ben, c'est con, là, mais j'étais triste pour ma mère, en fait, là. Un peu le classique immigrant, là, tu sais, en réalité, quand t'arrives ici, tes parents, on est tous immigrants, les parents doivent travailler 2-3 travails en même temps, chacun, on les voit pas vraiment, là, tu sais. C'était tough, puis on regrette, là, quand on fait des conneries, puis on se fait prendre, puis il y a des répercussions, parce que si tu y penses, là, dans nos familles immigrantes, là, le sacrifice que les parents ont à faire pour justement se déplacer, sortir de leur pays et pouvoir offrir une possibilité d'un futur acceptable à leur fils, tu sais. Fait que, c'est sûr que c'est ça qui me passait dans la tête à ce moment-là, surtout, là. C'était plutôt pour se sortir de sa situation. Ouais. C'est ça, se sortir de sa situation familiale où il vivait avec pas une scène. Ouais. Mais tu sais, en même temps, pas sûr qu'il donnait ses payes de vendeur de drogue à ses parents non plus, là. Non, parce que ça aurait été louche. C'est sûr que lui, il dit, tu sais... Ben, je comprends, mais c'est qu'on l'entend souvent, ce genre d'histoire-là. Tu sais, moi, je viens d'un milieu qui est défavorisé, on n'avait pas beaucoup d'argent, puis moi, j'ai décidé que de faire ça, pour moi, c'était pour me donner une qualité de vie que je n'aurais pas si j'étais resté comme mes parents, de travailler 2 ou 3 jobs au salaire minimum. Je sais pas si c'est un problème de filet social, ça, qu'un problème d'éducation aussi. Ou d'entourage. Ou d'entourage. Ouais. Puis je lui ai demandé si les gens autour de lui, qui n'étaient pas dans ce milieu-là, avaient remarqué que, tu sais, soudainement, ce kid de 18 ans a plein de cash. Puis il a dit oui, il essayait d'être discret, mais c'est sûr que c'était louche, là, tout à coup. Quelqu'un, tu sais, il avait jamais eu d'emploi, il avait toujours pas d'emploi, puis... En gros, on peut surtout dire que c'était une petite fortune temporaire qui lui a coûté très cher. Il faut comprendre qu'il a fait presque 4 ans et demi de prison dans un pays d'Amérique latine, dans des conditions extrêmement difficiles. C'était comment la prison là-bas? Le début, c'était vraiment mauvais. Tu sais, j'ai fait à peu près 5 mois, 4 mois et demi, 5 mois attaché à un poteau. Tu sais, Attaché à un poteau? Ouais. Ils m'ont attaché à un poteau. On était 30 dans une salle assez petite, de la cheville. Pendant 5 mois. On sortait le matin, on allait faire nos besoins, se mettre de l'eau sur le corps parce qu'on n'avait pas de savon, on n'avait rien. Puis moi, encore moins parce que j'avais pas de famille ni d'amis dans le pays. Ça, c'était vraiment tough, c'était vraiment rough. Après, ça l'a changé. Je suis parti à un autre centre pénitentiaire dans le même pays, mais tu sais, les conditions étaient mauvaises, mais ne cesse que la corruption peut permettre un confort pareil, là. OK. C'est ça le... Voulant dire que dans une prison du tiers-monde, tu peux avoir accès à beaucoup d'affaires si tu donnes 2-3 $, là, tu sais. Ça en prend pas beaucoup pour avoir un cellulaire. Tu sais, dans des co-détenus avec moi détenaient des pistolets, tu sais, tu peux rien tu peux pas vraiment avoir. Il y avait des pistolets en prison. Ouais, c'est rough. C'est rough, mais... Est-ce qu'il y a comme des clans, comme... Oui, tu sais, il y a... Tu te fasses des alliances? Faut que tu te fasses des alliances, c'est important. Tu sais, il y a différents types de gangs. C'est des gangs très locales, mais sont aussi dangereux, ouais. C'est toujours un peu aussi une histoire similaire, hein? Le gars qui est en bas de l'échelle se fait prendre, ou enfin, moyennement en bas de l'échelle. Lui avait commencé à gravir, justement, quelques barreaux de cette échelle-là, quelques marches, mais dans le fond, il y avait des boss. Ouais. Bon. Puis ils l'ont pas aidé. Ils l'ont pas aidé, hein? Ben, éventuellement, je pense qu'ils lui ont envoyé de l'argent, mais tu sais, c'est pas eux qui vont te sortir de prison, là, sinon ils vont s'incriminer. Ben, c'est ça, puis c'est pas eux qui vont aller te visiter, puis nécessairement, souvent dans des organisations qui sont pas très structurées, c'est pas eux qui t'attendent à la sortie de la prison pour t'offrir le poste que t'avais avant, là. 1 de parti, 10 de retrouver. C'est ça. Il y en a d'autres qui ont fait sa job à sa place, après. Au début, c'était la confusion, là. Moi, j'avais aucun contact avec personne. Selon moi, c'est normal aussi, là. Tu sais, personne veut se faire prendre dans le même jeu. Fait qu'au début, j'étais abandonné là moi-même. Après 1 an peut-être, j'ai réussi à contacter avec quelqu'un. À partir de ce moment-là, on a pris un peu plus soin de moi, tu sais, des transferts, s'occuper un peu de l'avocat. Ouais. Puis je lui ai demandé de me parler un peu des gens qui lui avaient confié la mission, mais ça, il a pas voulu nous donner les détails. Est-ce que ces gens-là font encore ça?
Je présume que oui. Tu leur parles plus? Ah non, je parle plus. J'ai changé ma vie. Ouais. T'es resté combien de temps en prison là-bas? J'ai fait 4 ans. Un bon 4 ans, 4 ans et demi. À quoi tu penses pendant 4 ans dans une prison en Amérique latine? Au début, tu penses à quand est-ce que tu vas sortir. C'est la première question que tu te poses. Après, tu oublies ça. Non, surtout là-bas, là, tu sais, ça prend des années juste aller en cours. Fait que t'oublies ton retour. Après, t'oublies qui tu es, I guess. Après, tu te reconstruis. Puis, tu cherches la motivation. Moi, dans mon cas, tu sais, j'ai beaucoup pensé à comment je pouvais transformer cette situation en quelque chose de positif dans ma vie, tu sais. Essayer d'apprendre les leçons que la vie t'apporte. Tu sais, c'est vivre en prison en même temps, c'est comme un condensé d'une vie parce que tu côtoies des gens tellement souvent, tout le temps, sans cesse, que les relations se développent beaucoup plus rapidement, si on veut. Fait que les bonnes choses et les mauvaises choses arrivent plus rapidement. Fait que ça condense. Tu penses à comment tu vas mieux entreprendre la vie à ton retour. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui t'ont recruté pour faire ça? J'ai aucun message à leur dire. Aucun message. Fait que je veux pas parler de la vie de Louis aujourd'hui parce que ça risque de l'identifier, mais juste pour conclure cette saga, il a vraiment changé de cap maintenant. Il se débrouille bien en toute légalité. Ah oui, hein? Ouais, ça va bien pour lui. Puis c'est sûr qu'il y a encore plein de jeunes qui sont en ce moment dans des situations comme la sienne, des jeunes qui cherchent désespérément à se sortir d'une situation de pauvreté ou qui aimeraient avoir une prospérité qu'ils voient à la télé, sur les médias sociaux, des jeunes qui pourraient être tentés de faire comme lui. Fait que je lui ai demandé à Louis s'il y avait des conseils à donner à ces jeunes-là. Juste fais-les pas. Fais-les pas. C'est tout. Tu sais, pense à ta famille, puis dis-toi que ça arrive aux autres, mais pour les autres, tu fais partie des autres, man. Ça peut t'arriver, c'est dangereux. Dans le monde criminel, là, ils disent qu'il y a 3 fins à ce monde-là. Là. C'est la mort, la prison, ou tu sais quand te retirer, tu sais. Il y en a qui sont assez smart pour se retirer à temps, mais sinon, la triste réalité, c'est qu'ils vont tous finir dans des situations tristes. C'est pas... ça arrive là que des gens, ça va bien, mais sont très, très rares. C'est ça la vérité. Dans le prochain épisode de Narcos PQ, on s'attaque au fameux clan Rizzuto. Oh yes. Ça fait 30 ans qu'ils ont travaillé les Rizzuto. Si on met un prix sur les enquêtes, on touche à peu près 1 milliard. On vous présente Pietro Poletti, ex-policier à la voix graveleuse, qui a bien connu les Rizzuto. C'est notre grosse arrestation, pourriez-vous vous mettre en habit? T'as juste pas une vie ordinaire. Non, pas vraiment. Toi non plus. Si vous aimez ce balado, n'oubliez pas de vous abonner et de le partager sur vos réseaux sociaux. On vous invite aussi à nous laisser vos commentaires et à nous donner un maximum d'étoiles, préférablement 5. Vous pouvez aussi suivre le Bureau d'enquête de Québécois sur Facebook ou nous lire dans le Journal de Montréal. Animation et recherche, Félix Séguin et moi-même, Brigitte Noël. Mix sonore, Philippe Séguin. Réalisation et montage, Bastien Gagnon La France et Anne-Sophie Carpentier. La série Narcos PQ est une coproduction du Bureau d'enquête de Québécois et de Cube Radio.